Bonjour à toutes et tous. Eh bien, c'était une introduction qui a déboulé comme une boule de flipper et qui va nous permettre de faire ricocher nos conversations dans cet endroit absolument fantastique, très inspirant, avec beaucoup de lumière. Et on va pouvoir peut-être faire des zooms de clarté comme ça sur des zones qui sont encore sombres. J'avais juste envie de commencer, après cette magnifique nouvelle que l'association Aware rejoint le Centre Pompidou à partir de janvier 2026, j'avais envie de vous offrir un peu mon journal de bonnes nouvelles. Donc je note qu'il y a 2 jours, le tableau Le Rêve de Frida Kahlo a été adjugé chez Sotheby's pour 54,66 millions de dollars. C'est le premier tableau réalisé par une femme qui est vendu de manière aussi chère. Et je constate qu'à l'image de la reconnaissance institutionnelle, celle du marché de l'art se fait également tardive pour les plasticiennes. Bon, la marge est encore grande parce que Klimt, on caracole à 345 millions de dollars, je crois, donc voilà, on a encore des progrès à faire. Je note aussi que toutes ces expositions passées, présentes et à venir d'artistes femmes, expo juste passée au Centre Pompidou dédiée à Suzanne Valadon, en ce moment l'exposition d'Agnès Turnauer au musée Cognac-Jay, Otobong-Nkanga, en ce moment au musée d'art moderne de Paris, qui va venir au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne en avril 2026. Chez nous, en ce moment, au musée d'art de Puy. Comeback, l'art figuratif en Suisse, une scène au féminin. Claudine Korb au Kunsthaus d'Aarau est aussi présente au musée des Beaux-Arts du Locle. Alice Bailly au Kunsthaus de Zurich. Yayoi Kusama chez Beyeler. Et à venir, Marcia Hafif au musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Et je me réjouis aussi que de plus en plus de femmes dirigent de grandes institutions suisses. Sarah Burkhalter, ne pas te renommer, Laurence Schmidlin, tiens donc, musée d'art du Valais, Anne de Mester, Kunsthaus Zurich, Sarah Lombardi, collection de l'art brut, ou encore Denise Tonella, musée national suisse, ou encore vous, Camille Morino, dans vos fonctions. Et je me réjouis aussi que d'autres, moins visibles institutionnellement, le soient plus. Omar Ba, artiste d'origine sénégalaise qui développe depuis plus de 20 ans en Suisse un travail à l'immense rayonnement. Eh bien, Omar Ba vient d'entrer dans le dictionnaire en ligne SICART, dictionnaire sur l'art en Suisse. On aura sans doute l'occasion de développer tout cela plus tard. Alors, ma première question, c'était quelles sont, vos bonnes nouvelles? Qu'est-ce qui vous réjouit dans ce domaine-là? Camille Morino. On commence par moi. Ouais. Okay. Alors, Camille Morino n'est pas encore tout à fait réveillée. Mais merci de cette super introduction qui donne beaucoup d'énergie. C'est vrai que le marché, c'est très important parce que c'est un niveau de reconnaissance fort. On va parler du Centre Pompidou, de mon départ, retour au Centre Pompidou peut-être au cours de la discussion. Mais ma bonne nouvelle, un peu personnelle, c'est que, ayant passé donc 10 ans à m'occuper de l'association Aware et essentiellement à chercher de l'argent, parce que mon féminisme, ça a été lever de l'argent pour cette initiative essentiellement privée. Donc j'avais un peu perdu le temps d'écrire des livres, qui est ce que je préfère faire. Mais j'en ai quand même écrit un qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Oser le nu, ou comment les artistes femmes ont représenté des nus depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre vient de recevoir le prix André Malraux, qui est un prix assez important. Voilà. Sarah ? Un journal des bonnes nouvelles est un tout petit peu peut-être dans la prévision, c'est-à-dire d'une année 2026 qui verra la publication du livre tiré de ma thèse qui a été, elle, défendue en 2012. Donc on est là sur un temps assez long d'édition qui ont dit aussi un peu long sur l'inscription, le temps aussi de fabriquer tout simplement des récits nouveaux. Et ensuite de les porter aussi à l'attention d'un public aussi large que possible, mais aussi à un public de spécialistes, de sorte à en effet refaire, réécrire ou faire bouger les lignes de ces histoires de l'art, je marque le pluriel, et notamment de ces autres médiums, puisque la danse et les arts de la scène occupent une place centrale dans mes recherches, et il me réjouit justement de pouvoir toujours et encore les amener littéralement dans la danse de l'histoire de l'art. Ce qui m'intéresse aussi pour entamer cette conversation, c'est on va quand même parler au jeu parce qu'on est traversé par des choses et notre parcours est un portrait de soi aussi. Ce qui m'a intéressé en travaillant sur vous, c'est de me rendre compte que vous avez quelque chose en commun, c'est les États-Unis.
vous dans votre formation, vous au niveau familial. Et j'ai quand même l'impression que c'est une sorte de levier au niveau de la conscience féministe chez vous, parce que si on remet un petit peu les choses en place, c'est en 1971 que l'historienne de l'art féministe Linda Nochlin tire son essai « N'y a-t-il pas de grandes artistes femmes ?» L'onde de choc va arriver très très tard en France et en Suisse, on pourra en parler peut-être un peu juste après, mais ces États-Unis ont-ils été justement, ont-ils favorisé cette prise de conscience ? Dans mon expérience, les États-Unis étaient des terres, un lieu, en effet, de famille, où mes grands-parents étaient domiciliés sur la côte ouest des États-Unis, à Pasadena, en Californie. Et c'était un lieu où je me rendais toujours avec la conscience du grand déplacement que cela nécessitait. D'un petit village valaisan, en passant par Cointrin, évidemment, jusqu'à Los Angeles. Et je crois que ce que les États-Unis m'ont apporté tout d'abord, ça a été cet aspect de pouvoir considérer la Suisse d'un autre point de vue. Donc de pouvoir voir les choses à distance, tout en appartenant à deux endroits distincts, parfois extrêmement, enfin encore toujours aujourd'hui, très contrastés dans leur taille, dans leur manière d'être, et peut-être justement dans cette manière d'être de simplement comprendre qu'il y a un déplacement géographique, qu'on peut en tirer des bienfaits, que cela nous permet de, comme je disais, de revoir nos positions habituelles autrement, et avec ce plus qui est tout de même dans une culture, alors là que je dois essentiellement à ma mère, donc c'est une lignée matriarcale, disons-le, qui est de why not ? Pourquoi pas ? Non pas seulement pourquoi les choses sont-elles comme ceci, mais pourquoi ne pas les rendre autrement ? Et je crois que c'est ça essentiellement, ce qui me concerne, qui a vraiment été un fondement, un ferment. Ouais, tout à fait. Et vous, Camille ? Alors, moi, comme vous l'avez tout à fait justement dit, c'est plutôt la filière Linda Nochlin et tout ce qu'elle a créé derrière elle. Donc, j'ai étudié aux États-Unis à la fin des années 80 dans un collège qui était très à la pointe en histoire de l'art, qui continue d'ailleurs à l'être, à Williams College. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure de Gender Studies, qui était d'ailleurs une proche de Linda Nochlin, et qui faisait des cours d'histoire de l'art extraordinaires, qui soulignait l'absence des femmes et ou leur présence, l'absence de la représentation de la race et ou sa présence, qui soulignait aussi les différences de classe des artistes, enfin qui était vraiment du féminisme intersectionnel appliqué à l'histoire de l'art et d'ailleurs à d'autres domaines. Et c'était enfin, il y a une expression en anglais que j'aime bien qui est mind-blowing, il n'y a pas trop l'équivalent en français, mais pour moi, c'était vraiment un truc extraordinaire. Une explosion intellectuelle, parce qu'en plus, l'histoire de l'art aux États-Unis, et c'est moins le cas, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, c'est une discipline assez cloisonnée, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la discipline où tout se rencontre, la sociologie, l'économie, l'histoire. Et donc, ce questionnement du genre fait un très haut niveau, à une époque où en France ça n'existait pas du tout, et où en réalité aujourd'hui ça n'existe pas toujours vraiment. Ça a été très important pour moi, j'ai mis assez longtemps à mettre en œuvre cette pensée-là, presque 20 ans, mais en tout cas ça m'a travaillé, et depuis les années 90, j'ai suivi tous les bouquins qui sortaient, généralement en langue anglaise d'ailleurs, sur ces sujets-là. Donc j'étais très informée, et quand je suis arrivée au Centre Pompidou en 2003, j'ai commencé à acheter des œuvres d'artistes femmes. J'avais cette pensée-là en tête en fait, et je n'ai eu de cesse que de l'appliquer. Voilà mon histoire avec les États-Unis. Mais comment est-ce qu'on peut juste comprendre pourquoi en France, alors qu'il y a un féminisme historique dans ces mêmes années, oui, c'est vrai. Pourquoi ça n'arrive pas Pourquoi il n'y a pas cette porosité? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas friand de cela en France ou en Suisse ou en Europe? En France, on a une tradition de la Révolution en général, Révolution française ou autre, qui est très politique. Et d'ailleurs, la Révolution a été très misogyne. Elle a donné le droit de vote à tout le monde, sauf aux femmes. C'est pas tout le monde. Là, c'est juste un genre. Donc, voilà, il y a cette histoire politique. Donc, quand le féminisme apparaît, c'est un féminisme aussi politique. Droit à l'avortement, mais c'est pas, ça irrigue pas le champ des sciences humaines en fait, comme aux États-Unis où le féminisme est tout de suite lié à l'histoire de l'art, à l'histoire des musées, à l'histoire des institutions. Donc c'est pas, je critique pas l'un ou l'autre, et ça s'est rejoint finalement, mais en tout cas c'est deux histoires différentes. Et quels vont être alors vos premiers actes, vos premiers pas, vos premières pierres posées pour cet édifice de conscience féministe dans vos
carrières respectives avant que vous arriviez à Pompidou, avant que tu arrives à l'ISEA? Avant Pompidou, vous m'avez préparé à cette question et ça fait 10 minutes que j'y pense et je sais que j'y pensais pendant 10 ans, mais c'était dans un contexte tellement désertique. On parlait pas des artistes femmes, on parlait pas des statistiques. Moi, j'avais pas envie j'avais envie de travailler ce terrain de l'histoire de l'art parce que c'est comme une guerre, en fait. Je pense qu'on peut gagner une guerre quand on connaît bien son terrain. Moi, mon terrain, c'était cette pensée-là de l'histoire de l'art. Et donc, pour le coup, avant le Centre Pompidou, je voyais l'ennemi, mais je voyais pas comment faire la guerre. Alors que quand je suis arrivée au Centre Pompidou, là, j'ai tout de suite commencé à acheter des artistes femmes, à proposer des expos, parce que c'était une grande institution puissante et que là, je pouvais transformer, en fait. Je pouvais faire ma petite révolution. Avant, c'était difficile. Faire le bélier, donc. Faire le bélier. C'est ça. Voilà. Comme Aware qui arrive maintenant à Pompidou. D'accord. Et toi? Plutôt que le bélier, ça a été la fourmilière dans mon cas. On en parlait tout à l'heure. Il y avait vraiment cette opportunité, il faut le dire aussi, cette chance qui a été tout simplement donnée au niveau de la recherche universitaire. C'est une chance aussi qu'il faut attraper lorsqu'il y a des personnes qui vous font confiance, en fait. Et ça a été le cas ici à Genève, à l'université, où en 2005-2006, au niveau du mémoire de licence, l'occasion m'était donnée d'investiguer les rapports entre l'architecture et la danse. Donc a priori, voilà, justement deux complémentarités, deux paradoxes, plutôt un paradoxe et deux pôles, qui en fait dialoguent extrêmement bien et de manière tout à fait, je dirais, innée presque. Et c'est cette confiance-là qui m'a été donnée d'écrire un mémoire qui ensuite s'est trouvé être finalement le fondement de la thèse. Et petit à petit de construire justement un sillon à l'intérieur de la fourmilière qu'est l'université et d'infiltrer en fait par des intérêts personnels, aussi par des pratiques personnelles, peut-être en parlant de terrain, avec quel fondement on arrive. C'est aussi important de dire qu'en tant que femme, jeune femme, lorsqu'on se distingue d'une manière ou d'une autre, il faut le tenir. Il faut la tenir, cette distinction ou cette passion, puisque c'est bien elle aussi qui va nous permettre peut-être, et c'est un autre mot anglais qu'on va inviter à la discussion, d'être trailblazer. Non seulement to blow the minds, mais aussi de tracer, parfois au feu, des voies, et peut-être d'emmener des gens, sans doute, d'ailleurs c'est le but premier, d'emmener des gens dans ce sillon. Donc peut-être au Journal des Bonnes Nouvelles, je peux aussi arriver avec à nouveau une réponse à cette question, c'est de considérer, de voir qu'il y a des travaux de recherche aujourd'hui qui continuent de fleurir, peut-être modestement, mais qui continuent de le faire dans ces questions vraiment intermédiales, intersectionnelles aussi, de l'histoire de l'art, des arts visuels et de l'histoire de la danse, des scènes et des formes et des figures qu'elle donne à voir. Voilà, je dirais que c'est vraiment cet aspect-là qui m'a portée dans les tout débuts avant d'arriver à l'Institut. Alors justement, lorsque vous arrivez chacune dans votre territoire, là, comment justement, vous faites une sorte d'analyse institutionnelle, vous regardez ce qui a été fait, comment vous vous positionnez pour arriver finalement à cette exposition Elle, toi, notamment cette nouvelle collection dont on va parler tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à développer, mais comment ça se passe lorsque vous arrivez in the place? C'est lent. Moi, j'arrivais in the place dans un musée dans les années 2000 au Centre Pompidou, qui est, la grande institution française, où toutes les expositions monographiques sont celles d'hommes. Bon, peut-être, il y avait Louise Bourgeois, mais... Et moi, d'ailleurs, j'étais chargée de faire les expositions Yves Klein, Gerhard Richter, Roy Lichtenstein, qui étaient des gros projets, très chers, où il fallait que ça soit des blockbusters, et c'était super intéressant. Mais en même temps, je me baladais dans les collections permanentes et je voyais qu'il y avait 10-15% d'artistes femmes seulement. Et en même temps, c'était pas une discussion dans les comités de conservateurs, on parlait pas de statistiques à ce moment-là. Aujourd'hui, on en parle et ça semble banal, mais il faut vraiment imaginer qu'il y a 15 ans, c'était pas du tout le cas. Et que c'était mal vu d'en parler. Donc, moi, j'ai commencé à acheter des artistes femmes et peut-être ensuite, dans un deuxième temps, proposer des expositions, on m'a dit non. Les expos d'artistes femmes, non. L'art féministe, non. Et donc, j'étais agacée. J'ai été voir le directeur en disant « Écoutez, je vais vous proposer une idée folle, mais tant pis, vous allez me dire non encore, mais j'essaye. Et je voudrais montrer que des artistes femmes dans les collections permanentes. » Donc, ça voulait dire, littéralement, pousser les hommes dehors.
Parce qu'il y a toujours des conséquences quand on fait des trucs un peu révolutionnaires. Choisir, c'est exclure. Exclure, voilà. Ce qui était gênant. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a fait avec la peur que les artistes hommes fassent des manifestations. À Paris, vous savez, c'est la ville où on adore faire des manifestations. Et donc, ils vont faire la révolution. Les hommes vont être en colère, etc. Bon, ça n'a pas eu lieu parce que les hommes artistes, c'est les frères, c'est les maris, c'est les pères des artistes femmes. Donc, je veux dire, ils sont solidaires. Mais donc, cette exposition des collections a ouvert dans un contexte où c'était vraiment nouveau et où on avait peur. Et je dis on, c'était à l'intérieur du musée. On avait peur que ça marche pas, on avait peur que les journalistes soient critiques, que les visiteurs viennent pas, que les artistes hommes soient pas contents. Donc c'était dans une ambiance de peur. De représailles en fait. De représailles. Et ce qui était formidable, c'est que les visiteurs et les visiteuses sont venus en masse. Et c'est ça qui, pour moi, est la bonne nouvelle aujourd'hui et depuis ces années-là, c'est que les gens, en général, toutes générations confondues, tout âge, tout genre confondu, ont envie d'avoir cette information, ils sont curieux, ils veulent une histoire plus juste, en général. Et c'est ce public qui vraiment transforme les choses, c'est cet appétit. Ouais, il y a eu plus de 2 millions de visiteurs, visiteuses. 2,5 millions. Ouais, et puis en plus c'est une exposition qui a duré 2 ans. Oui. Ce qui est quand même assez phénoménal. Et puis aussi j'avais noté constat 25% d'artistes femmes dans les collections, 11% montrés. Donc vous avez vraiment, c'est une expo manifeste. Hein. Oui, manifeste. Alors moi je le disais pas du tout comme ça à l'époque. J'étais super modeste. D'ailleurs je reste super modeste parce que j'ai pas inventé la poudre. Hein. Non mais c'est vrai. Enfin je veux dire, il y a des artistes, il y a des historiennes qui ont fait le travail avant. Il y a des artistes femmes qui existent depuis le 16e, 17e siècle, qui ont été extrêmement célèbres de leur vivant. Donc il faut juste retrouver cette histoire de la célébrité et de la visibilité. C'est pas une histoire de femmes victimes, hein. C'est une histoire de femmes fortes. Et d'autres historiens et historiennes, des hommes qui ont été féministes. Donc c'est une histoire assez complexe qu'il faut réécrire. Et alors je sais plus quelle était votre question tout d'un coup. Non, c'est l'exposition manifeste. Ah oui, et oui, je voulais pas faire un manifeste. Non, moi je voulais juste une histoire plus juste. Voilà, je suis une historienne au départ et j'utilisais jamais le mot féministe, jamais. Dans les années 2000, parce que c'était un mot très très mal vu, qui était très clivant. Oui. Il y avait un féminisme, on ne disait pas des féminismes, et puis à l'intérieur de l'équipe du musée, pour moi c'était difficile d'utiliser ce mot-là. Donc je disais, je suis une historienne d'art, je m'intéresse à une partie de l'histoire de l'art qui a été oubliée, et je travaille là-dessus. Et depuis, c'est ce que je fais d'ailleurs, modestement. Est-ce que cette exposition a provoqué tout de suite une répercussion en cascade dans la pérennisation, par exemple, dans les collections, de montrer plus de femmes? Est-ce qu'il y a eu vraiment des résultats patents? Ou bien de nouveau, c'est pas ruissellement et ça dure plus long, c'est plus tard que ça arrive? Alors, quand j'étais au musée, je pouvais encore faire des statistiques, mais je suis partie quelques années après elle pour créer OR. Quand j'y étais, après elle, c'est vrai qu'on a commencé à parler de statistiques. D'abord, moi j'en ai fait des statistiques, et puis les journalistes adorent les statistiques, et c'est très bien, ils adorent les chiffres, et ils ont raison. Et donc, voilà, ces statistiques faisaient que les collègues faisaient attention. Et après, il y a eu quelques années où je pense que le taux des femmes a un peu descendu, et puis maintenant le musée est fermé. Voilà, mais je constate que je pense qu'il n'y a pas un musée au monde aujourd'hui qui ne se pose pas cette question de quel est le ratio entre les hommes, les femmes, les artistes non-binaires. Voilà. Maintenant, c'est une question qui est importante. Mais ça a mis du temps à ce que ça soit une question importante. Et comment vous expliquez que la proposition que vous faites immédiatement après cette exposition à Pompidou, en disant on va créer un centre de recherche, ça on ne vous l'accorde pas, il faut attendre 15 ans, 16 ans pour que vous créez votre plateforme et que vous entriez ensuite à Pompidou. Oui. Comment j'explique ça? Alors je ne veux pas critiquer les institutions parce que là aussi c'est pas mon rôle. Moi je suis là en soutien des institutions, j'ai beaucoup de respect pour les musées en général. C'est des lieux où on apprend, c'est des lieux qui ont leurs difficultés, qui n'ont jamais assez d'argent pour faire le travail qu'ils doivent faire, ni les instituts. Voilà, donc je ne veux jamais critiquer les collègues avant moi. Mais comment je l'explique? Je pense que le Centre Pompidou était mûr pour faire elle, qui était déjà un truc assez révolutionnaire. Et c'est assez formidable qu'on m'ait dit oui, faites-le. Donc je suis reconnaissante de ça. Mais faire un centre de recherche
À l'époque, c'était trop, en fait. Ils m'ont dit, écoutez, merci beaucoup, Madame Morino, vous avez fait Elle, maintenant vous allez faire Gerhard Richter, vous allez faire Roy Lichtenstein. Bon, et d'ailleurs, j'ai fait. Mais à un moment, je me suis dit, mais ok, je peux continuer ma vie comme ça, à montrer ce qu'on appelle aujourd'hui des white males. Et j'avais envie vraiment de continuer à travailler sur l'archive, sur ces artistes femmes. Donc j'ai quitté la voie institutionnelle, sans amertume en fait. C'est juste, j'avais envie de faire autre chose. Et j'ai fait ce truc un peu fou de lâcher un salaire d'État pour monter une petite entreprise et apprendre à lever de l'argent. Et maintenant que 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, le Centre Pompidou ait envie d'absorber cette recherche, c'est un bon signe. Moi, je suis d'un caractère très optimiste. Sinon, j'aurais pas survécu. Je me dis, bon voilà, j'ai fait un truc qui est devenu institutionnel et que l'institution a envie de se nourrir de ce dynamisme et de me sauver, parce que c'est vrai que sinon, je sais pas ce que Ware serait devenu. Donc, c'est que des bonnes choses. Oui, parce qu'au niveau du financement, 80% c'est de l'argent privé. Et oui. Et puis 20% c'est institutionnel. Donc c'était une folie, en termes d'énergie d'aller chercher cet argent-là. C'était très difficile, c'était fatigant. Alors on va rentrer ensuite un petit peu dans qu'est-ce que c'est que Aware, parce que là aussi c'est la possibilité de réécrire les choses ou écrire autrement certaines choses. Toi, quand tu arrives à l'Institut suisse pour l'étude de l'art, à l'antenne romande, il y a presque une petite révolution féministe au sein de cette institution qui est ancienne. Oui, tout à fait. Peut-être pour esquisser en effet le terrain, l'Institut suisse pour l'étude de l'art a été fondé en 1951, déjà au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'organe de protection nationale des biens culturels, notamment en cas de conflit armé. Donc la volonté était justement de vraiment préserver la mémoire et les artefacts documentaires. Je le précise, nous n'avons aucune collection d'œuvres chez nous. C'est le travail des musées, donc on ne se substitue pas au travail muséographique. Par contre, nous accueillons, nous conservons, nous travaillons et diffusons des archives d'artistes. C'est un point absolument central de nos missions. Et au moment d'arriver en effet à l'Institut en 2013, il faut savoir que l'antenne romande est, comme son nom l'indique, non pas un satellite, mais vraiment un embranchement de l'Institut père, qui est à Zurich, et qui comporte aussi un ufficio di contatto au Tessin. Donc on est active sur tout le terrain national pour ce qui est justement de cette documentation de l'activité artistique. Et donc, l'antenne romande n'avait pas encore tout à fait 30 ans lorsque j'y suis arrivée. Et nous avons une équipe aujourd'hui composée exclusivement de femmes. Il y a eu des hommes au passage et des stagiaires aussi. Mais j'avais conscience que déjà nous nous situons toujours, mais c'était plus fort encore auparavant, comme une forme d'antenne, avec peut-être un sens plus péjoratif au terme, d'un institut patriarcal à Zurich. Et donc comment défaire cela ? Eh bien cela veut dire aller dans un certain régionalisme. Cela veut dire entrer dans la fabrique de l'art roman, dans les expositions et les institutions implantées en Suisse romande, et de montrer à quel point elles sont toutes des ferments importants pour les carrières artistiques féminines. Et donc, cela s'est fait très lentement. Tu demandais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut parler de révolution ? Moi, je ne l'ai pas perçue comme telle, mais vraiment à nouveau en tant comme une infiltration, parce qu'il a fallu beaucoup apprendre d'abord. Non, mais tu me parlais de la monographie, du catalogue raisonné de... J'y viens, exactement. Voilà, 2012, donc l'année qui précédait mon entrée en fonction, a vu paraître 3 ouvrages importants, dont 2 en ligne. Donc là, peut-être le médium digital est aussi important à relever pour ce qui est de la diffusion. Le premier est l'ouvrage Répertoire des tableaux de Verena Löwensberg. Donc une artiste peintre plasticienne établie essentiellement à Zurich, une des fers de lance de l'art concret zurichois. Et c'était là une publication papier qui aujourd'hui est épuisée d'ailleurs, mais qui a vraiment fait marque pour ce qui est de cette attention de la part de l'Institut à l'œuvre picturale d'une femme établie à Zurich. L'autre publication était celle du catalogue raisonné en ligne de Aloïse Corbat, artiste brute, internée un temps dans sa vie, mais surtout dans cet espace-là médical se trouvaient là aussi des écoutes fertiles pour ce qui est de donner à voir et
encourager une activité graphique, donc de l'ordre du dessin extrêmement prolifique. Et là, le catalogue raisonné en ligne a été mené avec l'association Aloïse et a vraiment donné lieu à l'un des premiers catalogues d'œuvres d'artistes brutes d'abord et aussi d'artistes femmes. Il y a environ 2000 œuvres répertoriées. Et la troisième publication qui était là aussi éditée en 2012 était là aussi un catalogue raisonné de Eva Epli. Et je le précise, c'était un travail mené avec l'artiste. Oui. Et je crois qu'il est décédé en 2015, donc juste voilà, dans les dernières années de sa vie, l'Institut avait pu, et s'était donné les moyens, là aussi financiers, de vraiment œuvrer avec l'artiste pour l'établissement d'un tel répertoire. Et lorsque tu arrives là-bas, tu arrives déjà avec des envies, tu as envie de toujours déjà bouger les lignes, ou enfin, il y a bien sûr l'imprégnation, tu vas prendre connaissance, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, tout d'abord, je vais regarder les archives d'artistes qui s'y trouvent à l'antenne romande. Et il y avait essentiellement des archives d'artistes hommes, avec quelques exceptions. D'ailleurs, une artiste qui était active dans les arts appliqués, Marguerite... Burna-Provin ? Non. Pardon. Maïté Bournouchorp, c'est aussi un nom composé, qui a donc travaillé justement dans le milieu des arts appliqués, notamment avec des affiches et un travail publicitaire. Donc c'est intéressant de voir aussi quels espaces de production picturale étaient réservés ou dans lesquels surtout les femmes pouvaient s'illustrer un temps, en tout cas pour le chant roman. Et je crois que c'était vraiment en me rendant compte que l'essentiel, c'est-à-dire en tout cas les 3/4, les 4/5 de ces fonds d'archives, étaient dévolus à des hommes ou à des institutions, je dirais les sociétés de peintres et architectes suisses par exemple, que l'envie d'être un peu plus proactive m'est venue. Alors l'équipe, il faut toujours regarder les ressources aussi, étant modeste, cela prend du temps de vraiment demander à ce que l'on ait une action un tout petit peu plus initiante, directe. Et puis je dirais encore, pour répondre à cette question qui me taraude aussi depuis tout à l'heure, c'est finalement de se poser la question du point de vue stratégique d'un institut, comment se donner les moyens au long terme. Et là, j'arrive sur peut-être la question en effet de la publication numérique et papier. Le livre reste au centre de nos activités. Mais les pouvoirs politiques, là aussi, en Suisse du moins et dans la dernière décennie, ont vraiment opéré ce fameux virage digital avec force et avec presque injonction en réalité. Les milieux de la recherche aussi, donc toute recherche scientifique soutenue par le FNS, le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, ne peut pas exclure une publication digitale et même doit s'y résumer en réalité. Donc il a fallu aussi se poser la question de comment allons-nous publier le catalogue raisonné de l'avenir. Va-t-il rester hybride, papier et digital, ou va-t-il faire le jeu uniquement du digital, avec le risque aussi que d'une part les fonds ne nous soient pas octroyés. Ça paraît paradoxal, mais je l'explique. Puisqu'un livre se termine une fois, il est bouclé, il est porté à ses publics, et il n'y a plus besoin de l'abreuver de ressources financières. Une base de données, en revanche, elle, a toujours besoin d'être enrichie, d'être à la pointe technologique, on va dire, pour être simplement lisible. Et donc, à nouveau, de ne pas perdre le travail qui aura été fait auparavant. Et je crois que c'est sur ce terrain-là, et là, je tiens à souligner que vraiment en discussion avec mes collègues à Zurich, à la direction, on s'est posé à intervalles réguliers la question de comment pouvoir pérenniser nos recherches et celles de nos partenaires. Et pour le coup, ça me fait aller sur les critères, comment est-ce qu'on entre dans ce dictionnaire, sachant que Aware, on peut imaginer que ça sera intéressant de voir comment on entre aussi dans le référencement que vous proposez, mais je crois que pour le dictionnaire de l'art suisse, en fait, numérique, il faut avoir une solide carrière d'artiste avec beaucoup d'expositions, il faut avoir beaucoup d'écrits aussi à son sujet pour entrer dans le dictionnaire. Alors, comme justement la femme artiste, en général, ne bénéficie pas forcément de tout cela, c'est un tout petit peu compliqué. La quadrature du système. Est-ce que vous faites peut-être là la révolution. Mais oui, mais est-ce que vous favorisez ou est-ce qu'il y a ou c'est de nouveau par des biais autres que vous pouvez les intégrer?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une entrée, en effet, dans le dictionnaire SICART, je ne l'ai pas mentionné, c'est l'occasion de me donner maintenant. C'est donc un dictionnaire, comme son nom l'indique, un répertoire lexicographique de l'activité artistique en Suisse. Elle contient aujourd'hui plus de 17 000 entrées sur des artistes, et je souligne le mot entrée, puisque ce n'est pas forcément des entrées avec article. Je m'explique. Il y a un certain nombre de critères, notamment la participation professionnelle sur un temps durable à la scène artistique suisse. Pour ce qui est du chant roman, on s'occupe à l'antenne romande exclusivement du chant francophone. Un certain nombre de publications, papier, et de distinctions. Et selon ces différents degrés de réception dans le milieu professionnel, ensuite, des artistes reçoivent des articles commandés à des chercheuses, des chercheurs, des spécialistes. Certaines sont d'ailleurs parmi nous aujourd'hui. Et c'est cette écriture collective-là qui fait que la visibilité des artistes femmes peut être soutenue. Maintenant, quand je reviens à cette notion d'entrée, il y a un champ et un volume important d'artistes identifiés à SICART. SICART.ch. Ça ne veut pas dire qu'elles ont ou qu'ils ont nécessairement un article. Mais le travail, et ça c'est un autre pilier de l'Institut, de la documentation, va y veiller. Il y a une personne dans notre équipe à Lausanne, 3 à Zurich, qui documente à coup de flyers, à coup de publications, à coup d'articles, l'activité d'un ou d'une artiste. Et c'est bien là l'important, c'est que l'institution, on y revient aussi, est importante pour notre travail, en même temps que la collaboration avec l'artiste elle-même ou lui-même. On se repose vraiment sur l'initiative des artistes de nous transmettre ces documents. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on les saisit dans notre base de données, cela va alimenter le dictionnaire et nous alerter. Il y a un système d'alerte interne, si on veut bien, de veille complètement, de nous dire voilà, un ou une artiste est mûre pour recevoir maintenant un article. Je me rends compte de peut-être la complexité de vous le transmettre ici, mais c'est important de quand même faire ces différentes étapes, de comprendre les critères et de voir comment nous faisons au mieux. Ces critères sont d'ailleurs aussi revus. Et je reviens à ta question, de comment augmenter la visibilité des artistes femmes. Nous avons l'an dernier lancé ce qui s'appelle un Focus SICART, sur les artistes femmes nées entre 1850 et 1900. Donc là, on revient à cette histoire qui existe. On n'est pas seulement dans le XXIe siècle ou le XXe siècle tardif, d'une conscientisation de l'activité et de l'historiographie féminine. Tout cela nous a précédés, nous avons à cœur de le rendre tangible. Et donc ce Focus SICART qui existe aujourd'hui a changé les critères de consignation des artistes femmes, puisqu'on ne peut pas appliquer, admettons, 5 publications personnelles pour avoir un article. Il n'y en a tout simplement pas. Il y a un très grand volume d'artistes qui n'ont pas été dans les réseaux professionnalisants. Et donc, comment pouvons-nous néanmoins rendre compte de leur parcours? Eh bien, c'est justement en allant dans les milieux de la recherche spécialisée et de proactivement demander des articles. Et alors, chez Aware, comment ça se passe? Est-ce que on a beaucoup parlé des boys clubs qui favorisent le cercle vertueux pour montrer de l'art, enfin toute la circulation de l'art et des artistes hommes. Est-ce que Aware c'est un girls club? Est-ce que c'est un... Enfin, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on entre dedans? L'organicité? Alors, c'est pas du tout un girls club, ouais. Alors, ça parle des artistes femmes, je vois bien, c'est le petit piège. Oui. Non, tous nos comités scientifiques sont paritaires. Ouais. Il y a des hommes, des femmes et des personnes non binaires, et ça c'est hyper important pour moi. Et on a une douzaine de comités scientifiques qui travaillent par an pour sélectionner les artistes qui vont être publiés dans la base d'Aware, qui en comporte maintenant 1300 biographies qui sont écrites et signées par des experts hommes et femmes du monde entier. Donc c'est un projet digital, et ça c'est vraiment moi, mon arme elle est digitale, c'est clair, comment disséminer le savoir Internet et comment accélérer les gens qui font de la recherche à un niveau fondamental, les gens qui font des thèses,
basculer tout de suite leur savoir dans le grand public avec des articles éditorialisés qui sont, je sais pas, entre 2500 et 3000 signes. Donc moi, il y a forcément un texte. Biographie, œuvre, illustrée. Et en France, en tout cas, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'on paye l'artiste, on paye le photographe, donc c'est cher. Tous les textes sont bilingues, voire trilingues, anglais, français, japonais. Parce que j'ai un mécène fou qui est... Mais c'est super, je tire très bien. C'est récent. Il est même pas japonais, il est français. Il est français, mais il adore aller au Japon. Non, mais je veux dire, la vie est faite de rencontres, hein, donc voilà. Et donc, pour répondre à ta question, plein de comités scientifiques qui vont décider, alors là je peux pas parler pour eux, elles, mais c'est aussi compliqué et aussi intéressant qu'un comité d'acquisition dans un musée, d'une part. Et autre réponse que je fais souvent, c'est comme les médecins généralistes. Est-ce qu'on demande à un médecin comment vous décidez si les gens sont malades? Bah, en fait, je sais pas, 20 ans d'expérience, vous avez des malades qui arrivent, voilà. Note de gueule, c'est bien, c'est pas bien. Donc c'est pareil, il y a des gens spécialistes qui sont ensemble, qui discutent entre eux, qui sont pas forcément d'accord, et c'est le résultat du désaccord qui va produire le choix intéressant. Donc Aware, c'est ça. Donc des comités scientifiques, on publie 150 biographies par an, tous les pays, du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, écrits par des spécialistes, signés par des spécialistes, tout le monde est payé. Les auteurs, les traducteurs, les relecteurs. Et là-dessus se rajoute un magazine avec des articles scientifiques qui vont créer du contexte, mettre ces artistes en lien avec d'autres artistes, hommes et femmes, parce que voilà, les artistes femmes ont travaillé avec des hommes artistes à côté d'eux, au même niveau qu'eux. On a des podcasts, on en discutait tout à l'heure, parce que moi j'adore aller chercher la voix des artistes dans les archives radio. On a aussi du contenu pour enfants, que les adultes adorent. Voilà, et d'ailleurs ces contenus pour enfants, ils sont faits ici par une illustratrice qui vit à Genève, qui va peut-être passer tout à l'heure. Bref, voilà, c'est une petite équipe aussi, mais un système digital de dissémination. Maintenant, on a un lieu à Paris, ceci dit, avec 4000 bouquins. Donc moi aussi, je crois beaucoup aux livres, et on publie des entretiens, peut-être pas presque aussi beaux que les titres. Voilà, mais l'outil pour moi de révolution, c'était l'outil digital, parce que là on a dissémination super rapide avec un compte Insta qui est aussi très très dynamique. On publie à chaque biographie publiée, on publie sur Instagram, donc il y a une communication immédiate. Donc c'est un double système en fait. Est-ce qu'il y a aussi dans Aware une réécriture des courants artistiques? Oui. Il y a ça, même si modestement je suis pas tout à fait assez contente de ça. C'est-à-dire, je me dis que c'est un fruit avec différentes peaux. Au cœur, il y a cette œuvre des artistes femmes. La première peau, c'est la biographie et les articles de recherche. Et pour moi, la deuxième peau, c'est une super bonne question, ça serait de réfléchir de manière un peu plus théorique sur comment tout ça, ça va réécrire tous les mouvements de l'histoire de l'art. Comment, si on regarde, je sais pas, au hasard, le cubisme, et qu'on réinjecte dans le cubisme, voilà, Picasso, Braque, Juan Gris, et ben en fait il y avait plein d'artistes femmes cubistes, comme Marie Vassiliev par exemple, ou d'autres qui sont pas tellement connus, mais si on injecte ces artistes femmes dans l'histoire du cubisme, et ben le mot cubisme, le mouvement cubisme va littéralement exploser. Donc il faut redéfinir le cubisme. La même chose pour le fauvisme, pour l'impressionnisme, le minimalisme, etc., etc. Donc ce travail-là, je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps, pas les moyens, mais j'espère qu'au Centre Pompidou, ça sera possible de le faire. Parce que là, il faut de nouveau rassembler plein de gens, réfléchir, le faire à l'international et voilà, publier des articles, faire des symposiums, des colloques. C'est un gros travail. Parce que vraiment, aussi au niveau universitaire de l'éducation, enfin, je sais que je suis plus âgée que toi, mais à l'université, toi, t'es à Genève, toi. Moi, mais t'as sans doute dû passer par Janssen et Gombrich, peut-être, comme ouvrage de référence. Aucune femme à Gombrich. Aucune Justement, il a fallu à Gombrich, pas une. La 17e édition pour que tout à coup on intègre. Comment est-ce que... Enfin, quelles sont vos stratégies pour que ça puisse aussi entrer au niveau de l'éducation institutionnelle? C'est déjà fantastique, au niveau des milieux aussi concernés, mais à l'université, comment est-ce qu'on fait pour justement changer
ce récit de l'histoire de l'art? L'université, moi je sais que les profs, les étudiants, ils vont sur le site Aware. Hein. On est devenu le site de référence. On a 200 000 visiteurs par mois du monde entier. Et beaucoup de tous les âges, en fait. Il y a des jeunes étudiants, il y a des profs de lycée, des profs des écoles qui nous écrivent en disant merci parce que nous on veut justement arrêter de parler que des artistes hommes aux enfants et on va chercher vos petites animations, on s'en sert. Donc en fait, proposer différents niveaux de savoir, ça permet de s'adresser à tout le monde. Puis j'ai mes collègues aussi des musées qui vont sur le site, de telle sorte qu'il y a des hommes qui sont jaloux, qui m'ont dit en fait, on voudrait la même chose pour nous. C'est mieux fait pour les femmes maintenant que pour les hommes. Je dis les gars, tant pis. Victoire. C'est victoire. Il y a, au niveau de justement de tout ce qui est rédaction, faire histoire de l'art, Laurent Schniedlin, justement en préparant cette table ronde, me glissait cette anecdote qui est assez éclairante, que je vous ai glissée aussi tout à l'heure. Il y a cette historienne de l'art, je crois qu'elle est historienne de l'art, Cathy Hessel, qui publie son histoire de l'art sans homme en 2022. C'est un succès, mais énorme aussi. Je crois que c'est des éditions qui sont de style un peu Taschen, donc très généraliste, mais assez bien fait, quoi. Et maintenant, on a une sorte de grosse réserve, on la blacklist un tout petit peu. Alors, ma question, c'est de savoir peut-être qu'il y a effectivement une insuffisance scientifique, peut-être vous nous le direz, mais est-ce que c'est cette espèce de transe de la déconsidération féminine qui est à l'œuvre aussi, une fois de plus? Quel regard vous portez sur ce phénomène-là? Parce qu'il est court, 2022 sorti, 2025 on la blacklist. Alors, est-ce qu'elle est vraiment blacklistée? Non, mais je sais pas. C'est très critique, je le disais. On a discuté un petit peu entre nous. Alors, c'est compliqué de critiquer des collègues. De mon point de vue, quand son bouquin est sorti, ce qui m'a agacée personnellement, quand je lisais son livre et puis ses interviews, etc., c'est que Cathy Hessel, que je n'ai jamais rencontrée, disait « J'ai découvert... » moi, là, toute seule, cette histoire énorme des artistes femmes. Je disais, en fait, non, je veux dire, ça fait quoi 50, 60 ans qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc elle s'arroge un truc un peu énorme. Donc elle coupait à court à tout le tissu. C'est-à-dire aucun hommage aux historiens et historiennes qui l'avaient précédé. Et donc, alors nous, on en parlait entre nous d'ailleurs, on était là, Cathy Hessel, elle est quand même gonflée. Mais bon, on dit rien parce que voilà... mais ça m'étonne pas tellement parce que ça finit par être agaçant quand on récupère comme ça quelque chose en disant j'ai tout inventé. Et d'autre part, l'autre chose, et ça c'est de la recherche en cours, et moi c'est mon discours, c'est de dire que des artistes femmes n'auraient pas pu exister quand même sans le soutien des hommes. Je suis désolée de dire ça, peut-être je vous choque, non, mais je veux dire, elles ont eu des pères, elles ont eu des frères, elles ont eu des maris qui pour beaucoup les ont soutenus, pas tous, hein, mais beaucoup. Je vais vous donner un exemple parmi d'autres. Par exemple, Rachel Royce, cette artiste qui peint que des fleurs aux Pays-Bas au XVIIe siècle, qui est une artiste qui écrase le marché. Je veux dire, elle est super puissante, elle vend hyper cher ses bouquets de fleurs, elle est la seule à le faire. Elle a eu 14 enfants, Rachel Royce, et c'était son mari qui dirigeait son studio. Donc pour moi, c'est un super bon exemple. Je veux dire, il y avait un homme là, quelque part dans l'ombre, qui s'occupait de sa carrière d'artiste femme. Et des exemples comme ça, il y en a un certain nombre qui font que, voilà, il y a des hommes qui ont aidé les femmes, qui leur ont donné une éducation pour devenir artistes, Artemisia Gentileschi, ou d'autres, Lavinia Fontana. Il y avait un papa qui leur disait « Je veux que ma fille, au 16e, 17e, devienne artiste ». Donc l'histoire, elle n'est pas... Il faut la rendre plus complexe, voilà. Qu'elle ne l'est aujourd'hui. Après, ça a été très difficile pour les femmes, oui, parce qu'elles ont été effacées pour des tas de raisons, siècle après siècle. Le 17e, ça va, le 19e, ça retombe, ensuite ça remonte au 20e, ensuite les années 30, c'est difficile. Bon, il y a c'est une histoire sinusoïdale, avec des moments faciles, des moments difficiles. Et donc voilà, et c'est une histoire où beaucoup de gens ont travaillé depuis très longtemps. Vasari, par exemple, ok, il cite le grand historien presque que des hommes, mais il cite quand même quelques femmes. Mieux que Gombrich, qui n'en cite aucune. Ouais, au XXe siècle. Donc les années 50, c'est vraiment la décennie la pire. Voilà. Et on sait pourquoi ? Alors, oui, pourquoi, selon moi, les années 40-50, c'est le moment, tu as cité la création de l'Institut en 51. Et ben voilà, c'est le moment où se créent les grands instituts, les grands musées, les universités puissantes, et ce moment-là, il est vraiment macho.
Donc les musées, les universités, l'histoire de l'art, la critique d'art, les premiers manuels, Gombrich chez les années 50. À ce moment-là, on est vraiment dans le moment du boys club. Et donc, alors dans les années 20, pas du tout. Les années 20, c'est un moment où les artistes femmes sont hyper puissantes, elles sont toutes bisexuelles, homosexuelles, elles sont queer dans tout le monde entier. C'est un moment hyper intéressant. Les années 30, clac, ça retombe. Et les années 40-50, c'est vraiment un moment très, 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 très dur. Et après, le féminisme va essayer de sortir les informations, mais dans un contexte de boys club où les institutions, que ça soit musée, université, ont serré le nœud en fait. C'est vraiment un truc très très solide, institutionnel. Et on est encore en train de se battre contre ce truc-là. Donc les années 60-70, on se bat. Les années 80-90, c'est de nouveau difficile. Et les années 2000, ben là, vous avez Camille Morino qui arrive aux Centre Pompidou et d'autres, hein, parce que je suis pas la seule, et qui essayent de faire des choses. Connie Butler au Hammer Museum. Enfin, je veux dire, on est quelques collègues et on se connaît très bien à se dire, mais il faut faire quelque chose. Il faut se battre. Mais il y a eu des gens avant nous qui l'ont fait. Voilà. Ne jamais oublier ça. Ne jamais oublier ça. Non, citer ses sources en d'autres termes aussi. Non, citer ses sources et puis aller chercher les gens qui ont et les hommes qui sont passés par là, qui ont voulu être féministes. Je sais pas, un philosophe comme Condorcet au moment de la Révolution française, il a été féministe, il a défendu le droit des femmes. Donc il faut aller chercher aussi ces figures-là pour comprendre que c'est pas une bataille qui apparaît miraculeusement au XXe siècle. Non, cette bataille s'appelle la querelle des femmes et elle commence au Moyen Âge. En fait, voilà. Enfin, ça c'est ma conviction. Pour moi, il y a peut-être aussi un ingrédient important dans le travail que l'on mène. Et là, je parle peut-être sur le plan vraiment d'historienne de l'art et de personnes qui exercent un métier d'écriture aussi. C'est de sortir d'une logique monographique. Ou d'essayer en tout cas d'en sortir, ou de se demander est-ce qu'on est encore et toujours dans le récit des grandes figures qui ont été marquantes et qui ont tout à coup fait changer les choses. Et de peut-être accepter que c'est vraiment un travail de collaboration, de transversalité entre les acteurs et les actrices de l'art, dans quelque chose de tout à fait transversal parmi les médias, parmi les genres, et d'être justement dans cette volonté de restituer cette densité d'un écosystème plutôt que d'aller extraire les personnes, les noms et de les porter à nouveau au nu. Vous voyez, c'est presque une méthode ou un petit réflexe pavlovien que l'on a toujours, c'est de dire quels sont les grands noms, il faut les connaître, sinon on ne connaît pas la bonne histoire de l'art. Et parfois je m'interroge personnellement sur comment naviguer entre, en effet, redonner des noms, redonner un éclat et simplement une vérité en réalité à des noms qui ont été totalement occultés, à des espaces aussi. Petit appel de pied ici aux régions rurales. L'école de Savièse en Suisse est un, on ne peut pas tout à fait parler de mouvement, mais c'est un phénomène qui a été exclusivement pendant très longtemps rattaché à des artistes hommes et qui maintenant, de par aussi nos efforts à l'Institut dans l'écriture des métallistes, oui, et le travail de deux historiennes de l'art, Isaline Pfefferle et Maëva Ebes, mais de aussi se rendre, nous, porte-parole, relais de ces travaux-là qui viennent complexifier à nouveau les images. C'est pour ça, parce que tu dis porte-parole, c'est un très bon porte-parole. Oui, puis justement de questionner les méthodes. Donc, on va devoir bientôt vous adresser à vous une question, mais ce serait très bien que tu nous parles de ça, parce que c'est aussi quelque chose qui... Alors un livre réversible, qui se lit en deux langues, pas tout à fait de manière stéréoscopique, mais qui y parvient, pourquoi pas. Il s'agit là d'un des 3 ouvrages inauguraux de la série Onwards. C'est une série qui nous a été proposée à l'Institut par Julie Henkel et Federica Martini, historiennes de l'art, dont le travail les amène aussi ici à Genève, à la HED, et qui, en approchant l'Institut, demandait, à vrai dire, y a-t-il de la place pour une série éditoriale comme celle-ci, qui est une série d'entretiens. Et il nous est important, à l'Institut aussi, de ne pas faire que le travail des catalogues raisonnés qui prennent 10 ans et parfois quelques millions à terminer, mais aussi un travail vraiment dialogique, d'entretien, de discussion, et finalement de donner la parole et de permettre aux artistes femmes d'exercer leur mise en récit
dans le moment de la discussion et d'en faire ensuite, en effet, un ouvrage papier, donc de passer de cette oralité à l'écrit. Une autre chose, pardon, oui, c'est son format. Oui, le format, voilà. C'était ça, parce que je me dis, c'est l'anti-monographie, oui, c'est le petit livre. Tout à fait. Pourquoi On revient à cette infiltration, voilà. Peut-être. On revient à cette volonté de passage, de se passer ce livre de main en main, de le lire peut-être à haute voix aussi, et d'en faire vraiment un essaim, d'en créer quelque chose qui puisse durer, qui puisse aussi travailler vraiment du sol vers le haut, grassroots finalement, et de donner vraiment un tissu à lire, un tissu d'une scène contemporaine, non pas historique là pour le coup, mais qui fait l'histoire, qui est en train de la faire maintenant. Donc voilà en quelques mots les ambitions de cette série. En 2021, Camille Morino, on dit tu, hein. Oui, on peut se tutoyer, ouais. Oui. Tu disais qu'on était dans une révolution anthropologique et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. 2021, tu le disais. 2025, il se passe des choses assez terrifiante outre-Atlantique, ce même outre-Atlantique qui a été porteur pour vous de cette conscience féministe. Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que ça vous donne encore plus la pêche pour continuer à faire ce que vous faites, à resserrer encore plus votre action? Quel regard vous portez là-dessus? Oui, moi ça me donne la pêche parce que je pense que voilà, on est dans une géographie contrastée. Aux États-Unis, ça va mal. Pour la question des femmes, des artistes non-binaires, de cette histoire, de l'histoire des sciences humaines en général, de la recherche en général. Mais par contre, au Japon, il y a une appétence incroyable pour ces questions-là. En Asie, en général, hein, l'Asie du Sud, la Corée, il y a une scène vibrante. Donc il y a en fait des pays qui se saisissent de ces questions-là, tandis que d'autres s'en dessaisissent. Et on sait que ça va évoluer, enfin j'espère. Il y a aussi des forces de résistance qui existent. Mes collègues aux États-Unis souffrent pour beaucoup, mais n'ont pas été virés de l'université. Et dans les musées, je pense que c'est un moment difficile, mais les collections sont là. Donc, pour répondre à ta question, encore une fois, je suis optimiste, donc ça me donne de l'énergie. Et puis l'histoire du Centre Pompidou est belle. Voilà, il y a quand même une institution qui trouve qu'aujourd'hui c'est très important d'intégrer la recherche. Ça, c'est un signal très fort qui fait de l'Europe un bastion de la résistance. Et alors la Suisse romande, d'abord, évidemment, au centre. Je note, moi, alors dans ma petite histoire, qu'à chaque expo que j'ai fait, la radio suisse romande, c'était les premiers. Je sais pas, vous êtes super bons. Elle, je pense que c'était mon première interview. Bon, Je dis, mais d'où ils viennent? Mais ils sont là, super. Non, mais vous êtes hyper pointus. Vous êtes hyper aware. Souci? Oui, alors d'abord, oui. Alors à titre personnel, pas tout à fait un choc, puisque je crois que ça date non pas de l'année dernière, mais on en parlait récemment, en tout cas de 2016 déjà, donc on savait où tournait le vent. Après, sans doute un moment de tristesse, sans aucun doute une force retrouvée, qui est aussi peut-être celle en effet du milieu suisse. Déjà, je dirais bien sûr dans un privilège et dans une pluralité qu'il faut négocier, qu'il faut aussi toujours et encore remettre sur la table et faire profiter à d'autres. Et à quelque part, ce petit milieu suisse roman, si l'on veut bien, a de quoi justement dans ses méthodes peut-être, tu demandais comment changer les choses, dans ses enseignements, amplement de quoi porter ses propres actrices, protagonistes de l'art. Et je pense que ce n'est pas dans une logique de repli, ni de préférer un microcosme à ce qui est plus large, mais de se concentrer sur ce qu'on peut réellement faire à portée de main. Et valoriser ça. Et le valoriser avec une ambition. Onwards, par exemple, est aussi un ouvrage traduit toujours vers l'anglais, dans une des langues nationales, mais aussi dans cette perspective supranationale qui est de toucher des publics en Asie, je l'espère.